Ce qui fut notre sort à 80 ans de régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains. Extrait du discours de Patrice Lumumba le 30 juin 1960 lors de l'accession du Congo belge à l'indépendance. Bonsoir Christophe Boisbouvier. Oui, bonsoir Clémentine. Journaliste et directeur Afrique de RFI, merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce discours, c'est celui qui fait véritablement entrer Patrice Lumumba dans l'histoire, mais à ce moment-là, Christophe, il est déjà une figure nationaliste bien connue des Congolais et des Belges. Oui, tout à fait. En 1960, Patrice Lumumba, c'est l'un des rares Congolais qui, malgré le joug colonial, a pu suivre un cursus universitaire. Ils ne sont que quelques centaines sur une population de quelques 13 millions de personnes. Il a 35 ans, il est journaliste, il est postier aussi, il est cadre dans les postes coloniales belges. Il est originaire de la province du Sankourou, dans le centre du pays. Et puis vous l'entendez dans ce témoignage sonore, c'est un tribun politique. Depuis sa rencontre avec le Ghanéen Kwame Nkrumah et le Camerounais Félix Moumié, c'était lors de la conférence des peuples africains à Accra, au Ghana, fin 1958. Il est résolument indépendantiste, et deux choses le distinguent de ses camarades congolais, et notamment du doyen des combattants pour l'indépendance, Joseph Kasavubu. Il n'est pas régionaliste, il ne s'appuie pas sur un fief ou sur une ethnie, et il ne veut pas se contenter de l'indépendance politique, il veut aussi l'émancipation économique. Et il la veut tout de suite. C'est sur ces deux principes qu'il crée donc en 1958 le MNC, le Mouvement National Congolais. Un an plus tard, il est jeté en prison par le pouvoir colonial belge. Sa popularité grandit. Début 60, à l'ouverture de la table ronde de Bruxelles, ses camarades congolais exigent sa libération, les Belges doivent céder, et en mai 60, son parti MNC arrive en tête des élections générales. Le premier tandem de l'indépendance est constitué. Kasavubu, président, Lumumba, Premier ministre. Et le moins que l'on puisse dire, Christophe Boisbouvier, c'est que ce discours, son premier prononcé en tant que Premier ministre, il tranche avec ceux de Joseph Kasavubu et du roi Baudouin à la tête de la Belgique. Comment est-ce qu'il est accueilli par le monarque belge ? Très mal, car ce discours n'était pas prévu, et puis parce que ce discours rompt avec le mythe de la continuité entre le temps des Belges et le temps de l'indépendance. Lumumba le dit, cette indépendance, il a fallu l'arracher, c'est une allusion aux manifestations réprimées dans le sang par le pouvoir belge. En 59, à Léopoldville, à Stanleyville, sous-entendu, l'indépendance, c'est aussi la révolution. Et la révolution, ce n'est pas un dîner de gala. Dès les jours qui suivent, Lumumba joint le geste à la parole. Il profite d'une mutinerie des soldats de la nouvelle armée congolaise pour congédier tous les officiers belges qui sont encore restés sur place. Puis c'est la rupture des relations diplomatiques avec Bruxelles. Dès l'indépendance, c'est donc le bras de fer. Les idées nationalistes et indépendantistes de Patrice Lumumba, elles font l'unanimité au sein du peuple congolais ou elles se heurtent à des résistances ? Elles se heurtent à de sérieuses résistances et dès le début, parce que face à lui se crée une alliance redoutable entre les séparatistes katangais qui ont voté Moïse Tshombe et le pouvoir belge qui ne supporte pas cette volonté émancipatrice du MNC. Donc dès le 11 juillet 60, c'est la sécession katangaise appuyée par quelques 10 000 soldats belges. Au fond, le Katanga indépendant, c'est la revanche de la Belgique qui n'a accordé l'indépendance au Congo qu'à contre-cœur. Et puis c'est l'engagement militaire. Lumumba fait appel aux Américains pour attaquer les séparatistes katangais. Les Américains disent non et disent à Lumumba de se tourner vers l'ONU, mais l'ONU tergiverse. Et c'est alors que Lumumba menace de faire appel aux Russes. Et Clémentine, nous sommes à une époque où c'est la pleine guerre froide. Nous sommes à la fin du mois de juillet 60. De fait, un mois plus tard, les premiers avions russes arrivent à Léopoldville pour transporter les troupes de Lumumba vers les provinces sécessionnistes. Du Vietnam au Congo, en passant par l'Iran, par l'Égypte, les Américains sont obsédés par l'avancée des Russes dans ce nouveau tiers-monde indépendant. Et pour eux, cet appel de Lumumba aux Russes, c'est un casus belli et c'est une aubaine pour le pouvoir belge qui trouve désormais une oreille
complaisante à la Maison-Blanche. Et c'est de cette période-là, dès l'été 1960, que la Belgique et les États-Unis, on l'a bien compris, inquiets d'un rapprochement entre Léopoldville et Moscou, commencent à étudier des pistes concrètes pour neutraliser Patrice Lumumba. Oui. Le coup d'envoi du processus de mise à mort de Lumumba a sans doute lieu le 18 août 1960 à la Maison-Blanche. Ce jour-là, le président Eisenhower convoque le Conseil national de sécurité des États-Unis. Le cas du Congo lui est présenté. Il aurait dit, en substance, prenez les dispositions pour éliminer Lumumba. A-t-il donné formellement son feu vert à l'assassinat de Lumumba ? Évidemment, il n'y a pas d'enregistrement, mais nous sommes à une époque où l'élimination physique des leaders tiers-mondistes est chose courante. Regardez le sort réservé par les Français à l'époque aux Camerounais Rouben Oumniobé et Félix Moumié de l'UPC. Et ce qui est certain, c'est que dès la fin de ce mois d'août, le patron de la CIA, Allen Dulles, organise l'envoi de tueurs à Léopoldville. Évidemment, Allen Dulles ne le reconnaîtra jamais, mais 2 ans plus tard, une fois parti à la retraite, il aura ce mot. Nous avons surestimé le danger Lumumba, comme s'il regrettait d'avoir donné l'ordre de l'assassiner. Son chef de bureau à Léopoldville, Larry Devlin, le reconnaîtra plus ouvertement. Cette fin de mois d'août, c'est aussi l'époque où en Belgique, le roi Baudouin, qui est furieux de la faiblesse de son gouvernement face à Lumumba, essaie de faire tomber le Premier ministre belge, Gaston Eskens, mais il n'y réussit pas, mais il parvient à faire entrer dans le gouvernement un faucon anti-Lumumba, le baron Harold d'Aspremont-Linden, pour qui Lumumba n'est qu'un communiste. D'Aspremont-Linden, c'est le Jacques Foccart de la Belgique. En Afrique, tous les coups sont permis, et c'est à ce moment qu'est lancée l'opération Barracuda. Explication, si vous avez le temps de l'écouter, c'est intéressant, de l'historien belge Ludo De Witt, qui a publié L'assassinat de Lumumba chez Cartala. On sait que la CIA a essayé de travailler avec un poison. Le dentifrice, c'est ça. Le dentifrice, oui, qui n'a pas eu un succès. La CIA a envoyé un expert, un tueur, un de ces gens qui étaient actifs à l'intérieur de cette unité de la CIA qui organisait des opérations d'assassinat. Cette unité Z-Rifle, c'était d'ailleurs un Belge qui à un certain moment a été recruté par la CIA, qui est arrivé en septembre au Congo. Mais dès que Lumumba était dans sa résidence, enfermé, c'était très difficile pour organiser une tentative. Il y a encore une autre tentative, le soi-disant opération Barracuda, qui était organisée par la Belgique, mais dont on n'a pas vu de suite de cette affaire-là. L'historien belge Ludo De Witt au micro de Pierre Firsion. Alors justement, concernant les objectifs de cette opération belge Barracuda, il faut préciser, Christophe, qu'il y a un désaccord entre historiens. Par exemple, pour Emmanuel Gérard, co-auteur des Secrets de l'affaire Lumumba, un ouvrage publié aux éditions Racine, il ne s'agissait pas forcément de tuer Patrice Lumumba, mais au moins de le mettre à l'écart sur le plan politique. Je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue Ludo sur l'affaire Barracuda. Pas tout à fait clair ce qu'on veut faire, enlever, tuer, et qui doit recevoir l'approbation du ministre. C'est quand même intéressant. Dans cette opération joue un rôle un homme de la résistance de la Deuxième Guerre mondiale, un certain Pilate. Il est envoyé au Congo, il a des contacts avec Mobutu, mais il constate que, disons, que l'opération est mal menée. Les facilités ne sont pas sur place pour réussir. Et il rentre en Belgique sans avoir fait quoi que ce soit. Et donc, c'est clair que dans l'intention des créateurs de cette opération, et même de Pilate, on veut éliminer Lumumba d'une façon ou une autre, parce que éliminer a beaucoup de sens, comme vous savez, en français. Entre les lignes, c'est pas toujours clair, mais on peut supposer qu'on veut mettre hors d'état de nuire, comme on dit aussi à cette époque, Lumumba. Voilà pour l'analyse de l'historien Emmanuel Gérard. Alors quoi qu'il en soit, ni la CIA ni la Belgique ne mèneront à bien ces opérations d'élimination envisagées. Comment expliquer, Christophe Boisbouvier, que les Belges ne soient pas allés au bout de leur plan ? Peut-être parce que le pouvoir belge était divisé sur la méthode pour éliminer Lumumba. Gaston Eskens, le Premier ministre, privilégiait sans doute l'élimination politique avec l'aide des nouveaux adversaires politiques congolais de Lumumba, non seulement au Katanga, mais dans la capitale, Léopoldville.
tandis que d'asprement Linden, lui, avec le soutien du colonel belge Louis Marlière à Léopoldville, semblait privilégier la méthode radicale par l'assassinat politique. Et ce sont donc les Congolais qui s'occupent d'écarter Patrice Lumumba du pouvoir, à commencer par le président Kasavubu, qui annonce le 5 septembre 1960 à la radio qu'il le démet de ses fonctions de Premier ministre. Pour quelle raison il prend cette décision ? Parce que la division Est-Ouest entre Russes et Américains a sans doute fini par diviser aussi le tout jeune régime congolais à Léopoldville. En juillet, Lumumba, Kasavubu, Mobutu, le nouveau chef d'état-major de l'armée congolaise, ils étaient tous unis contre la sécession katangaise, contre le pouvoir belge. Mais en septembre, 2 mois plus tard, Lumumba, qui est déçu par les Américains, semble avoir choisi le camp des Russes, alors que Kasavubu et Mobutu choisissent le camp des Américains et vont vite traiter Lumumba de communiste. Et ce qui est capital à ce moment-là, Clémentine, c'est le contrôle de la toute jeune armée congolaise. Lumumba est populaire dans la troupe, mais Mobutu a l'argent de la CIA via Larry Devlin, le chef du bureau de la CIA à Léopoldville, et cela lui permet d'augmenter les soldes et de se gagner une troupe d'hommes fidèles pour encercler la résidence de Lumumba. Nous sommes le 10 octobre, et ensuite pour capturer Patrice Lumumba, nous sommes le 1er décembre, 4 jours après la tentative de fuite de Patrice Lumumba de Léopoldville. Il est donc rattrapé par la troupe. Il retourne de force à Léopoldville. On a tous en tête ces images où il est maltraité par les soldats à son retour à l'aéroport de Léopoldville. Et ensuite, il est enfermé dans Tisville, qui va être l'antichambre de la mort pour lui. Et justement, effectivement, le sort de Lumumba, il se scelle dans la nuit du 12 au 13 janvier 1961, au moment où une mutinerie éclate dans ce camp hardi de Tisville que vous citiez à l'instant, Christophe, où il est emprisonné. À ce moment-là, le président Kasavubu ordonne son transfert vers Elisabethville, qui correspond aujourd'hui à Lubumbashi au Katanga. C'était selon vous une condamnation à mort déguisée ? Oui, tout à fait. Depuis la Noël 1960, Mobutu et ses alliés politiques du groupe de Binza, le commissaire aux affaires étrangères Justin Bomboko, le commissaire à la sécurité Victor Ndaka, ces hommes politiques congolais ont peur de Lumumba. Les rumeurs disent que le prisonnier Lumumba a réveillonné avec ses geôliers. Alors le 13 janvier, évidemment, quand ces 3 hommes apprennent qu'une mutinerie a éclaté à Tisville, ils n'ont qu'une crainte, c'est que Lumumba retourne ses gardiens, soit libéré et marche avec eux sur Léopoldville. Mobutu part aussitôt à Tisville, qui est à quelques 100 kilomètres de Léopoldville, d'actuel Kinshasa. Il part avec de l'argent, il réussit à calmer la troupe, mais il reste sur ses gardes, et 4 jours plus tard, c'est le transfert vers la mort, vers Elisabethville, où il est accueilli par les séparatistes katangais de Moïse Tshambé. Il commence à être torturé dans une villa proche de l'aéroport, et ensuite il est conduit vers la mort. Il est conduit vers la mort, c'est-à-dire vers le peloton d'exécution. Cela se passe donc dans la nuit du 17 au 18 janvier 1961, le 17 janvier aux alentours de 23h. Pourquoi ce transfert vers la mort? Pourquoi Mobutu ne fait-il pas tuer lui-même son adversaire, Lumumba? Vu la dimension internationale de l'ancien Premier ministre congolais, vu qu'il est soutenu non seulement par les Russes, mais par les plus grands leaders nationalistes africains, par Sékou Touré, par Kwame Nkrumah, par Gamal Abdel Nasser, eh bien, Mobutu décide de ne pas assumer cette mise à mort et de s'en décharger sur les indépendantistes katangais. C'est la stratégie de Ponce Pilate. Le pouvoir belge est complice de cet assassinat. La veille du transfert, d'Aspremont Linden, le ministre belge aux Affaires africaines, envoie un telex à Moïse Tshambé pour lui annoncer l'arrivée de Patrice Lumumba et pour lui demander de le prendre en charge, entre guillemets. On le verra peut-être dans quelques instants, le pouvoir américain, lui, a agi d'une façon un tout petit peu plus subtile. Effectivement, on va le voir dans un instant. Avant cela, Christophe, que sait-on précisément aujourd'hui des auteurs de cet assassinat ? Écoutez, sur place, ce sont Moïse Tshambé et son ministre de l'Intérieur, Godefroy Mounongo. Tshambé ne l'emportera pas au paradis. Il mourra quelques années plus tard dans une prison algérienne du colonel Boumedienne. Sur place, c'est aussi le pouvoir belge. Lors de l'exécution de Patrice Lumumba, plusieurs militaires belges et un policier belge sont présents. Et vous l'avez dit en introduction, Clémentine, le corps du supplicié belge est ensuite dissous dans une cuve
le corps du supplicié Patrice Lumumba, est dissous dans une cuve d'acide par un policier belge. À Léopoldville, les responsables, c'est le groupe de Binza dont on vient de parler, mais aussi le président Kasavubu, qui est complice de cette décision de transférer Patrice Lumumba à Élisabethville. C'est bien sûr le colonel Louis Marlière, le conseiller belge de Mobutu. Et ce qui est frappant dans tout cela, c'est le pacte de silence qui va unir ensuite tous ces acteurs jusqu'à leur mort. Certains vont survivre jusque dans les années 2010. Ils vont se combattre. Mobutu va en jeter plusieurs en prison, mais jamais ils ne vont s'accuser les uns les autres, comme l'irréparable, et qu'ils avaient peur qu'un jour ils soient accusés à leur tour. Et est-ce qu'on peut, selon vous, aujourd'hui, Christophe, faire un lien avec l'arrivée entre cet assassinat et l'arrivée au pouvoir 3 jours plus tard aux États-Unis, le 20 janvier 1961, du président John Fitzgerald Kennedy? Et oui, on peut le faire. C'est un petit peu comme aujourd'hui la transition entre Donald Trump et Joe Biden. Quand Mobutu décide de transférer Lumumba vers la mort, nous sommes juste à 1 semaine de l'arrivée au pouvoir à Washington du démocrate Kennedy. Or, les républicains d'Eisenhower, ils se méfient de Kennedy, qui a décidé de se rapprocher des grands leaders tiers-mondistes comme Kwame Nkrumah, comme Sékou Touré, comme le FLN algérien qui lutte pour l'indépendance. Donc, méfiance. Les républicains d'Eisenhower, ils redoutent qu'une fois arrivé au pouvoir, Kennedy ne fasse libérer Lumumba. Et c'est là que le chef du bureau de la CIA à Léopoldville va jouer un rôle diabolique. S'il informe Washington que Lumumba est sur le point d'être transféré vers la mort, il se doute que, justement, Washington, le département d'État notamment, va lui demander de faire surseoir par Mobutu ce transfert, en attendant que la nouvelle administration américaine prenne une décision. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Larry Devlin? Eh bien, il fait le mort. Il attend le jour du transfert pour informer Washington, donc ça y est, le mal est fait, l'avion est parti, et quand Kennedy apprendra la nouvelle 1 mois plus tard, il s'effondrera sur son bureau, et il ne tardera pas à limoger le chef de la CIA, Allen Dulles, qui l'avait totalement possédé.